Chers auditeurs, je vous souhaite la bienvenue à votre rendez-vous musical Appassionato sur Radio Judaïka 90.2 FM, que vous pouvez également suivre en streaming sur notre site radiojudaïka.be. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Julie Roset qui vient nous présenter son nouvel album intitulé Madi Amour. Bonjour Julie. Bonjour. Alors je résume votre parcours. Lauréate du Grand Prix du concours La Fonte du Metropolitan Opera en 2022, vous remportez ensuite le premier prix d'Opéralia en 2023 et êtes sacrée révélation lyrique aux Victoires de la musique classique en 2025. Vos débuts marquants en Zémire à l'Opéra Comique, puis comme Amour à l'Opéra National de Paris sous la direction de William Christie, ainsi que vos apparitions dans Samson de Rameau au Festival d'Aix-en-Provence et à l'Opéra Comique consolident rapidement votre réputation sur la scène lyrique internationale. La saison 2025-2026 vous voit effectuer une série de débuts majeurs. Fiaker Milly dans Arabella de Richard Strauss au Metropolitan Opera, Sophie de Werther à l'Opéra Comique et Blanchen de l'Enlèvement au Sérail au Festival de Glyndebourne. Parallèlement, vous vous produisez avec d'importantes phalanges symphoniques dans des œuvres allant de Mahler et Carmina Burana aux grands oratorios de Handel, Bach et Haydn, tout en présentant votre premier récital solo, Madi Amour, chez Alpha Classique, en tournée européenne. Je vous propose de débuter notre entretien en écoutant votre interprétation de « Je t'aime » d'Isabelle Aboulker, suivie de La fille aux cheveux de lin de Claude Debussy. Suzanne Manoff est au piano.
Je t'aime d'Isabelle Aboulker, suivie de La fille aux cheveux de lin de Claude Debussy dans l'interprétation de notre invitée Julie Roset. Suzanne Manoff était au piano. Alors dites-nous Julie, venez-vous d'une famille de musiciens? Alors, pas du tout. Ma mère était comptable et mon père était peintre en bâtiment. Maintenant, ils sont tous les deux à la retraite. Mais non, non, pas du tout. Dans ma famille, c'est des bons travailleurs, mais pas du tout musiciens. Mais par contre, ils étaient très mélomanes. C'est-à-dire que ma maman, quand j'ai grandi, elle écoutait beaucoup Véronique Sanson, Mylène Farmer, Aznavour. Elle adorait Nougaro. Et en parallèle, moi, j'ai vraiment grandi. J'écoutais beaucoup les comédies musicales, tous les Michel Legrand. Avec ma meilleure amie, on créait des spectacles autour des comédies musicales de Michel Legrand, dont Les Demoiselles de Rochefort. Je regardais beaucoup également toutes les comédies musicales avec Julie Andrews, Barbara Streisand. Donc voilà, c'était pas vraiment une famille de musiciens, mais quand même très mélomane. Donc voilà, je fais mon petit chemin. Et alors comment avez-vous découvert votre voix? Alors moi, c'est venu très très tôt. Voilà, dans ma tante, enfin dans ma famille, on dit vraiment que je chantais avant de parler. C'est-à-dire voilà, quand j'étais dans la rue, que j'étais toute petite, 3-4 ans, si j'entendais une mélodie, je la répétais. Et ma tante me disait qu'un jour, il y avait carrément quelqu'un dans la rue qui s'était retourné pour lui dire, mais votre petite, mais elle chante très très juste. Parce que voilà, c'était vraiment, enfin, j'ai toujours su que je voulais chanter. Donc, ça a été assez facile pour tous les programmes au lycée, etc., quand on essayait de nous dire qu'est-ce qu'on veut faire, etc., pour l'orientation. Moi, c'était vraiment, il fallait juste que je sache qu'est-ce que je voulais faire, mais je savais que c'était en lien avec la voix. Et alors quels étaient les héros musicaux de votre jeunesse? Les héros, alors, comme je disais, Julie Andrews, Barbara Streisand. J'ai même hésité à un moment à faire de la comédie musicale. Mais je voulais faire la comédie musicale plus en film, parce que voilà, j'ai grandi avec les films La Mélodie du Bonheur, Yentl, etc. Il y a Hello Dolly, enfin voilà, West Side Story. Et donc j'aimais beaucoup aussi cet aspect film. Mais en fait, quand j'ai vu que la comédie musicale, à la période où j'étais, ça se faisait beaucoup plus en live, c'était spectacle en live, je me suis dit à faire du live, je préfère faire de l'opéra. Donc voilà, c'était plus cela. Après, la première fois que j'ai entendu de l'opéra, j'étais aussi assez jeune et c'était avec Cecilia Bartoli.
Je me souviens plus l'opéra parce que j'étais vraiment trop petite. Mais et là, je me souviens que je faisais le goûter chez ma grand-mère après l'école et je suis restée scotchée devant la télé pendant des heures à regarder Cecilia Bartoli. Et à la fin, je me suis retournée, ça c'est elle qui me le dit, et je lui ai dit, Mamie, quand je serai grande, je vais être opératrice. Donc ça a quand même commencé là, assez tôt. Donc on pourrait dire Cecilia Bartoli. Et après, bien sûr, quand j'ai commencé à m'intéresser beaucoup plus à l'opéra, j'ai fait la maîtrise de l'Opéra d'Avignon. Donc j'ai été entourée voilà, de chanteurs lyriques quand même assez tôt. Et donc tout de suite, quand j'ai commencé à me renseigner sur les chanteuses, les sopranos, etc., il y a eu très 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 rapidement Nathalie Dessay. En étant adolescente, quand je faisais mes études, il y a eu Sabine Devielle. Donc voilà, ça c'est mes deux grandes chanteuses avec qui j'ai grandi. Et après, comme je faisais beaucoup de musique ancienne quand j'étais adolescente aussi, j'écoutais énormément Mariana Flores. Donc j'ai eu la chance de faire mon premier disque avec elle. J'ai fait un duo avec elle pour un disque à elle et ça a été ma première expérience vraiment professionnelle. Donc c'était incroyable parce que je l'écoutais en boucle avec mes amis depuis que j'avais 14 ans. Donc de pouvoir la rencontrer à 19 ans et participer à son disque quand j'en avais 20, c'était un rêve absolu. Et maintenant on est très amis, donc c'est assez incroyable. Alors, vous avez remporté des prix prestigieux et notamment une victoire de la musique en 2025. Quel impact cela a eu sur votre carrière? Alors, quand je suis allée, donc j'ai fait mes études à Genève, spécialisée en musique ancienne. Ensuite, je suis partie à la Juilliard. Je voulais faire un programme plus spécialisé dans l'acting. Et à la Juilliard, il y avait vraiment un programme comme ça qui s'appelle ADOS, Artist Diploma. Et en fait, c'est vraiment un programme où on nous apprend déjà à arrêter d'écouter notre petite voix dans notre tête qui se critique tout le temps. Parce qu'en tant que chanteur, souvent, quand on fait des concerts, les gens ont l'impression qu'on est rayonnant, qu'on est très zen, mais en fait, à l'intérieur, ça travaille à 300 000 à l'heure. Donc, c'est vraiment là où j'ai appris, voilà, à être plus dans le moment présent, à donner plus, à être dans l'émotion qui est là, dans l'émotion que j'ai envie de donner au personnage, en essayant des fois voilà, de plus écouter cette partie qui se critique sans cesse. Et donc, après la Juilliard, comme ça faisait 1 an et demi que je résidais à New York, j'ai pu faire le Met Competition, donc un des plus gros concours, enfin le plus gros concours en Amérique, qui est donc le concours du Metropolitan Opera en 2022, il me semble. Et c'était incroyable parce que c'était après 2 années à la Juilliard j'ai fait partie des 6 gagnants, donc c'était absolument incroyable. Donc j'ai eu ce gros concours qui m'a ouvert beaucoup de portes en Amérique et qui j'étais très très fière parce que comme je venais d'un milieu baroque avant, j'ai vraiment travaillé pendant ces 2 années à la Juilliard pour faire beaucoup plus de classiques, pour développer ma technique, pour avoir quelque chose de plus sain, de plus en écoute avec mon corps. Et aussi plus en écoute avec les émotions pour ce que je donne en fait au public quand j'interprète un rôle ou une pièce. Et donc c'était vraiment une très grande récompense. En anglais, j'ai achievement par rapport à tout le travail que j'avais fait pendant 2 ans, ce concours. Ensuite, donc après la Juilliard, j'ai recommencé à travailler, j'ai continué ma carrière. Après avoir fini la Juilliard, donc j'ai recommencé ma carrière, si je puis dire, parce que j'avais fait une pause pour aller à la Juilliard. Et je me suis dit qu'en fait, enfin, comme on nous avait quand même pas mal préparé à faire des auditions, à faire des concours, etc., j'étais un peu dans ce chemin-là. Et donc, avec ma professeure de l'époque, Edith Vince, qui est toujours ma professeure d'ailleurs, on regardait les concours à faire et elle m'a parlé très, très, très rapidement d'Opéralia, qui est le plus gros concours de chant lyrique au monde. Et en fait, chaque année, il change de lieu. Donc moi, l'année où je l'ai fait, c'était en Afrique du Sud. C'était incroyable, c'était trop beau. Et donc j'ai fait ce concours parce que c'est vrai qu'en fait, les concours, c'est extrêmement stressant. Très, très, très stressant. Mais c'est une manière incroyable de se faire entendre par un maximum de personnes. C'est aussi, les concours, ça peut être aussi assez ingrat parce que c'est vraiment en 3 minutes, il faut qu'on puisse montrer ce qu'on peut faire. Seulement en 3 minutes, des fois avec un seul air. Alors que le corps et la voix peuvent faire tellement de choses différentes avec différents airs, si on a un air rapide, un air lent, selon le style, selon l'époque, etc. Donc il faut vraiment choisir sa pièce où on sait que qui montre le plus en fait.
Donc j'ai fait Opéralia en 2023 et l'année d'après, donc j'ai été, on va dire, enfin, j'ai été parmi les finalistes pour les Victoires de la musique pour être en révélation artiste lyrique et j'ai gagné. Je suis trop contente parce que bah, l'air de rien, j'ai fait mes études à Genève et à Juilliard, donc à New York, donc pas en France, mais j'ai quand même énormément travaillé en France et pouvoir et avoir une distinction comme ça, ça m'a beaucoup apporté pour moi au niveau pour le travail en France en fait, et pour voir que même si j'ai pas passé beaucoup de temps en France pour mes études, ben quand même, enfin les gens m'ont suivi. Et surtout que là par exemple ça n'a pas été encore annoncé, donc je ne vais pas forcément dire les dates, enfin les opéras, etc. Mais il y a, pour mon type de voix, donc soprano, léger, coloratour, il y a certains rôles qui sont vraiment à faire, mais qui sont des très gros rôles. Et là, par exemple, pour la saison qui arrive, bah, j'ai un de ces rôles qui s'est débloqué en France. Et c'est vraiment, enfin pour moi, c'est assez incroyable de pouvoir le faire pour la première fois en France. Comme ça, les gens vont me voir dans mon pays natal avec un rôle qui est vraiment fait pour moi et qu'en plus j'adore. Et aussi, après, question plus intime, mais ma famille va pouvoir venir. Ma mère et ma tante vont pouvoir venir parce que c'est en France, donc elles peuvent venir en train. Et après ça, je l'avais déjà dit il me semble, à quelqu'un d'autre dans une interview, mais moi, les victoires de la musique, ça m'a aussi apporté une reconnaissance par rapport à mon père, parce que mon père habite à La Réunion. Et il m'a jamais vu en concert. Il m'a jamais vu parce que je suis tout le temps en Europe et les billets d'avion sont extrêmement chers, donc il vient pas, ce qui est normal. C'est beaucoup trop cher. Et du coup, comme les Victoires de la musique étaient à la télé, il a pu me voir à la télé. Donc en fait, quand moi j'y allais, enfin quand moi je vais à la maison, à la Réunion, à chaque fois je leur pousse la chanteuse-nette, etc. Mais ils se rendent pas compte. Et là, de me voir à la télé, en fait, ils ont vraiment vu que oui, c'était mon métier. Quelle belle histoire. Alors dites-nous, quels conseils donneriez-vous à des jeunes qui voudraient débuter une carrière de musicien classique? Alors, je pense qu'il faut, première chose pour moi, il faut vraiment bien s'entourer. Il faut très, très bien s'entourer parce que c'est un métier où on est toujours à l'écoute de nous-mêmes parce que notre instrument, c'est notre corps. Donc, on est toujours avec nos sens à 100% pour savoir si on commence à tomber malade, si là on a une gêne quand on fait une note, si, enfin, on se connaît très très bien. Mais des fois, à force de chanter des choses ou quoi, il y a des choses qu'on ne remarque plus. Donc, il faut très très bien s'entourer avec un bon prof de chant, avec des coachs vocaux, selon les styles, selon les langues, et un chef de chant, un pianiste, pour nous aider à préparer les rôles. Mais justement, comme en fait, on est toujours dans c'est vraiment un métier où il y a tout le temps de la critique. Parce que les professeurs, tout le monde va nous dire ce qui ne va pas. Donc, il faut vraiment s'entourer avec des personnes en qui on a confiance, en qui, s'ils nous disent des choses qui ne vont pas, on sait que c'est pas pour nous dire ça, c'est nul. C'est pour nous dire là, il y a ça qui va pas, mais attends, on va l'arranger, on va faire ça, ça, ça. Ah voilà, là, je sens que ça va vers la bonne direction, etc. Donc, il faut vraiment qu'on ait une grande confiance avec notre cercle rapproché de personnes avec qui on travaille. Donc, ça, pour moi, c'est la première chose. Et après, je pense aussi que il faut trouver ce qui est spécial en soi. Qu'est-ce qu'on a, nous, à amener? Qu'est-ce qu'on a à dire? Enfin, pourquoi est-ce qu'on fait ce métier en fait? Qu'est-ce qui nous touche dans la musique? Pourquoi est-ce qu'on a voulu faire du chant lyrique? Pourquoi est-ce qu'on a voulu faire tel ou tel répertoire en particulier? Voilà, et donc il faut vraiment savoir qu'est-ce qui fait qu'on est spécial et qu'est-ce qui fait que nous, on va percer dans telle ou telle direction pour notre carrière. Parce que ce qui est incroyable dans ce métier, c'est qu'il y a, surtout en France, énormément de maisons d'opéra et énormément de salles de concert. Donc, par exemple, on voit que les Noces de Figaro se font plusieurs fois par an dans différentes salles de concert. Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes, par exemple, qui vont chanter Susanna. Donc, en fait, il y a du travail pour tout le monde. J'ai souvent entendu dire que dans le milieu des chanteurs, il y avait beaucoup de compétition. Et moi, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'à la Juilliard, on m'avait dit ça, mais en fait, à la Juilliard, c'était le contraire. C'était vraiment l'opposé. Tout le monde se soutenait. Dans ma classe, on était beaucoup de sopranos et donc la plupart ont chanté à peu près les mêmes choses, mais à aucun moment on a eu de la compétition. On était toujours justement à se dire, on avait par exemple, on chantait ma mère et il y en avait une qui avait une difficulté à un endroit ou une autre
à cet endroit-là, c'était très facile. Mais par contre, c'était le contraire à un autre endroit. Donc en fait, on se demandait tout le temps comment tu fais là, qu'est-ce que tu ressens, pourquoi c'est compliqué, nanana. Et c'est ça qui est trop bien, c'est qu'en fait, bah, à la fin, il y a du travail pour tout le monde. Il y a quelqu'un qui va spécialiser peut-être en contemporain, quelqu'un d'autre qui va se mettre plus en baroque. Donc c'est vraiment savoir pour un jeune chanteur qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qui fait qu'on est spécial. Quel rôle est-ce qu'on adore? Est-ce qu'on préfère faire par exemple du Offenbach, des choses un peu bouffe, ou est-ce qu'on préfère faire des choses beaucoup plus dramatiques? Voilà, c'est savoir qu'est-ce qui nous rend spécial nous, qu'est-ce qui nous fait vibrer aussi, parce que c'est quand on vit l'émotion à fond et quand on est vraiment dans la musique qu'on va toucher le plus l'audience. Alors je vous propose de faire place à la musique et nous allons poursuivre en écoutant L'Inconstante d'Isabelle Aboulker, suivie de En sourdine de Claude Debussy dans l'interprétation de notre invitée Julie Roset. Suzanne Manoff est au piano. Si donner un plus d'amant, c'est une chose bien connue qu'il va et fièrement, c'est donner un plus d'amant, parce que pour elle, être là est son plus charmant vêtement. C'est une chose bien connue, si donner un plus d'amant, si donner un plus d'amant. Elle en prend à ses cheveux blonds comme à sa toile prend les mouches et les frelons. Elle en prend à ses cheveux blonds.
L'inconstante d'Isabelle Aboulker, suivie de En sourdine de Claude Debussy dans l'interprétation de notre invitée Julie Roset. Suzanne Manoff était au piano. Il s'agit d'un extrait d'un nouvel album paraissant chez Alpha Classics. Alors dites-nous Julie, comment avez-vous fait la rencontre de Suzanne Manoff? Alors, quand j'ai fini la Juilliard, donc en fait, moi, donc ce que j'ai dit, c'est qu'avant la Juilliard, j'étais spécialisée en baroque à Genève. Donc, la mélodie française, c'était pas forcément un style que j'avais étudié, parce qu'on on n'était pas allé jusque-là, parce qu'on faisait du médiéval jusqu'au baroque, fin baroque. Et c'est en fait à la Juilliard que j'ai vraiment découvert ce répertoire, donc à New York, pour une Française. Bizarre, mais c'est comme ça. Et je suis tombée amoureuse en fait de ces mélodies. Donc j'écoutais énormément de ces mélodies, mais voilà, j'ai vraiment commencé à les chanter et à m'imprégner de ce répertoire en étant à la Juilliard. Et donc quand j'ai fini mes études, j'avais déjà une maison de disques chez Alpha. Et donc je suis allée voir Didier Martin et je lui ai dit que je voulais vraiment créer un répertoire, enfin créer un disque, pardon, créer un récital avec une pianiste autour du répertoire français. Donc, il a commencé à me parler de plusieurs pianistes, etc. Au début, on cherchait peut-être des pianistes de ma génération. Mais en fait, au bout d'un moment, c'est devenu assez clair. Il m'a dit, mais en fait, attends, on va organiser une rencontre et je voudrais que tu te mettes en contact avec Suzanne Manoff. Et ça a été un coup de cœur immédiat. On s'est vraiment, au niveau de nos personnalités, on est un peu pareil. Et après, dans notre manière de concevoir la musique aussi. Donc ça, on s'adore. Ça marche trop bien, musicalement et intimement, personnellement. Alors vous venez nous présenter votre premier album, M'a dit amour. Comment en avez-vous conçu le programme? Alors déjà, on a décidé d'appeler ce récital Madit Amour en rapport avec voilà, une mélodie de Coquelin qui est la toute première en fait. Et c'est un peu l'introduction enfin, à tout ce programme qu'en fait on a conçu en déchiffrant énormément de pièces. Donc, moi, en fait, quand je suis arrivée pour créer ce programme, j'avais déjà des pièces en tête. Donc, La fille aux cheveux de lin, mais la mélodie de Debussy que j'avais découvert à la Juilliard, que j'avais toujours entendu La fille aux cheveux de lin, la version piano, mais je n'avais jamais vu La fille aux cheveux de lin, la mélodie. Et je me souviens, j'étais enfin, à la partothèque de la Juilliard et je cherchais le recueil pour la romance d'Ariel de Debussy. J'ai trouvé le recueil et là, je feuillette un peu, puis à un moment, je vois La fille aux cheveux de lin. Je me dis, ah, je connais pas du tout. Et j'ai commencé à déchiffrer, etc. Et puis j'ai trouvé ça sublime. Et donc ça a été, il y a cette pièce qui a été le centre enfin je voulais que cette pièce soit le centre de mon disque. Également la romance d'Ariel et Chanson pour les oiseaux de Louis Bates. Donc je suis arrivée vers Suzanne et je lui ai donné ces pièces-là. Moi je voulais un peu sur un plateau d'argent. Je voudrais qu'on fasse un récital autour de ces pièces-là qui me touchent énormément. Et donc en fait à partir de ça, on a déchiffré beaucoup de pièces du Debussy. Et ce qui est incroyable, c'est qu'en fait Suzanne, enfin, c'est une encyclopédie de savoir pour ce répertoire et aussi le répertoire enfin, du lead. Enfin, elle est incroyable. Et du coup, en fait, des fois, on déchiffrait une pièce et elle me disait, ah, mais attends, ça me fait penser à ça. Elle allait chercher dans sa portefeuille, pouf, elle me sortait 3, 4 nouvelles pièces. Et en fait, on a fini avec enfin, une pile énorme en fait, de répertoire, de partitions. Et donc, en fait, on a commencé à faire notre choix déjà sur ce qui nous touchait le plus. On n'a pas fait notre récital, il ne s'est pas construit en disant les élèves de Debussy ou Debussy a été inspiré par tel compositeur. Nous, on a vraiment fait avec les musiques qui nous avaient touché le plus. C'est-à-dire que quand on lisait des pièces, des fois, on se regardait, on était là, non, c'est pas ça. Puis des fois, on en lisait une autre et on se regardait, on était là, ah ouais, ça c'est bien. Et on sentait qu'il y avait quelque chose qui nous touchait en fait. Et donc, on a fait notre tri comme ça. Et au fur et à mesure, on s'est fait une grande pancarte. On avait noté sur des post-it tous les noms des pièces qu'on avait mis en gros par thème. Par exemple, La princesse au petit pois d'Aboulker, c'est plus dans le conte. Après, il y a des endroits aussi avec la magie, les nymphes comme Naïs de Reynaldo Hahn. Enfin voilà, on a vraiment fait La fille aux cheveux de lin aussi. Ça peut être aussi dans tout ce qui est magie, conte, c'est comme une nymphe. Donc on a fait voilà, des choses comme ça. Après, on a fait les premiers amours, les déclarations enflammées comme Je t'aime d'Aboulker. Donc on a vraiment tout mis par thème. Et ensuite, on a commencé à faire un tri quand on a commencé à faire des filages avec qu'est-ce qui vraiment, en fait, ce disque, c'est vraiment tous nos coups de cœur. Alors à côté de compositeurs connus comme Debussy et Poulenc, on trouve des compositeurs et compositrices moins connus comme Isabelle Aboulker. Qui est-elle?
Alors moi, Isabelle, je la connaissais un peu parce que j'ai fait donc la maîtrise d'Avignon, le cœur des enfants, et elle a beaucoup composé pour des enfants. Mais c'est vraiment Suzanne qui me l'a fait découverte. En fait, elle m'a sorti un recueil énorme de pièces à Boulker et on a tout lu. J'adore la manière dont elle a d'écrire l'amusement. On s'amuse tellement dans sa musique. Il y a aussi énormément de liberté pour créer nous-mêmes en fait je sais pas, des sons, des émotions qu'on a envie ou on a envie d'aller plus loin. Ben, en fait, on peut. Et c'est super parce que comme elle est encore en vie, ben, en fait, on peut aussi avoir contact avec elle. Là, on est en train de voir pour organiser un repas. On s'est pas encore rencontrés, mais je sais, mais on a déjà partagé ensemble. Mais j'ai vraiment, c'est une musique d'une liberté incroyable où on peut vraiment s'exprimer à 10 000%. Alors dites-nous, la mélodie française est considérée comme un art très délicat. Quelles sont les difficultés d'interprétation de ce répertoire? Alors pour moi, qui suis, on va dire, quand même nouvelle dans ce répertoire-là, ça va faire au moins 2 3 ans. Mais c'était pas quelque chose. Enfin, j'ai déjà eu, par exemple, Lawrence Kilsby, ça fait des années qu'il monte des répertoires, enfin, différents récitals avec sa pianiste. Donc, c'est quelque chose dont il est beaucoup plus. Enfin, il a beaucoup plus l'habitude. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer Suzanne, parce qu'en fait, elle m'a beaucoup aidée pour comprendre toute la musique en fait qu'il y a derrière. Et j'adore parce que selon les compositeurs, c'est très différent. Par exemple, Louis Bates, enfin, moi, ça me fait beaucoup penser à du Strauss, alors qu'il y a des choses beaucoup plus... notre dernière pièce de notre disque, elle est beaucoup plus linéaire. Mais en tout cas, pour moi, ma manière d'interpréter les mélodies françaises, je le fais beaucoup avec des images. Quand je lis la poésie, quand je lis le texte, déjà, je vais me renseigner sur le poète. Et je me renseigne aussi sur le compositeur pour voir un peu à quel moment de leur vie est-ce qu'ils ont écrit cette musique ou ce texte. Pour voir aussi, après voilà, quand je vois ce poème est extrait de tel recueil, ben, je vais lire le recueil pour voir à quel moment est-ce que le poème est placé dans le recueil de poèmes, pour voir la place qu'il a vraiment. Moi, du coup, pour la mélodie française, je fais beaucoup avec les images, c'est-à-dire que je dessine des impressions que j'ai par rapport au texte que je lis. Et donc après, quand je le chante, je m'imprègne un peu de cette image et de l'émotion que ça me fait ressentir. Alors vous venez avec un beau cadeau, un enregistrement de la création de Joseph Haydn, mais en français. Comment est né ce projet? Alors, ben, c'est Julien qui m'a contacté. Julien Chauvin, oui, du concert de la Loge. Donc, il m'a contacté parce qu'en fait, voilà, moi, je suis on va dire, en résidence avec mon ensemble, la Néréide, au Festival de Saint-Denis. Donc, il se situe à Saint-Denis, juste en dehors de Paris. Et en fait, on l'a donné en concert. La création de Haydn, mais en français, pas en allemand, avec Nahuel Di Piero et Stanislas de Barberac. Tout en français. Donc, moi, c'était la première fois que je chantais cette musique. Et c'était incroyable parce que, donc, je venais de finir la Juilliard. Et en fait, moi, c'était un moment de ma carrière où justement, je faisais du répertoire début classique, pré-classique, pour commencer à faire des choses dans les concerts, dans ma carrière, où les gens voient qu'en fait, ben, je commence à faire des choses plus tardives que seulement baroque. Et maintenant, maintenant, là où j'en suis dans ma carrière, je fais du Strauss, etc. Donc, c'était vraiment un moment super dans ma carrière pour faire ce type de répertoire. Et c'est toujours bien ben, quand on travaille une pièce qui n'est pas dans notre langue. On va dire, ben, parler. On écrit toujours la traduction et moi, ce qui m'aide, c'est par exemple, si c'est en allemand, normalement la création c'est en allemand, ben, normalement je le chante en français. Je chante quand même les lignes en français et ensuite je mets le texte allemand, mais pour vraiment savoir ce que je dis. Et donc là, le chanter tout de suite en français, c'est absolument génial pour ce process-là. Mais du coup, moi, j'ai vraiment découvert cette pièce en français et je l'ai fait l'année suivante en version scénique à Nancy en allemand. Donc ça m'a fait bizarre. J'ai fait le sens inverse. Alors je vous propose d'écouter le trio et chœur, Démons et des coteaux verts, extrait de la création du monde de Joseph Haydn. Notre invité, Julie Roset, est entouré de Stanislas de Barberac, de Nanuel Di Piero, le chœur de chambre de Namur, le concert de la Loge, sont placés sous la direction de Julien Chauvin.
Qu'il soit grate des salles,
Vous êtes sur Radio Judaïka et vous écoutez Appassionato, votre rendez-vous musical de trio et chœur, des mondes, des coteaux verts, extrait de la création du monde de Joseph Haydn. Notre invitée, Julie Roset, était entourée de Stanislas de Barberac, de Nahuel Di Piero, le chœur de chant de Namur, le concert de la Loge était placé sous la direction de Julien Chauvin. Alors Julie, nous avons comme tradition d'offrir à notre invité la possibilité de faire découvrir à nos auditeurs un morceau de son choix. Qu'aimeriez-vous nous faire entendre? Alors moi, en ce moment, j'écoute beaucoup Samara Joy et la chanson Misty. Samara Joy, c'est la nouvelle Nina Simone. Elle est incroyable. Enfin, je crois qu'elle a mon âge. C'est une artiste de ma génération qui fait des tournées internationales. Voilà, elle est absolument incroyable. Et en fait, comme j'ai fait mes études à la Juilliard, ben, j'ai été beaucoup en contact avec ben, tout le département de jazz. Donc, par exemple, tous les dimanches soirs, on se retrouvait tous les étudiants à un bar dans Harlem. Et c'était un endroit où, en fait, tous les étudiants de jazz ben, de la Manhattan School ou de la Juilliard se retrouvaient pour faire des jams. Et donc, en fait, nous, on les écoutait et ça nous faisait aussi un moment où on pouvait se réunir, écouter de la musique, boire un verre. Et eux, ben, comme ça, ils s'entraînaient, en fait, pour faire toutes les improvisations, etc. Et donc, voilà, de fil en aiguille, j'ai découvert Samara Joy, que je n'ai jamais rencontrée. Hein. Mais voilà, enfin, du coup, voilà, comme je restais beaucoup avec des gens qui faisaient du jazz, j'ai découvert Samara Joy et c'est incroyable. Sa voix, c'est la crème anglaise. C'est du beurre. C'est tellement beau et elle est aussi très simple. Par exemple, on la voit sur les réseaux sociaux. Ben, enfin, tous les jours, elle est très simple, mais par contre, après, quand elle fait les concerts, des interviews ou quoi, elle se pimpe, elle est magnifique. Enfin, de toute façon, elle est magnifique tout le temps, mais ça fait du bien, voilà, de voir des gens de les voir dans leur vie naturelle. C'est une personne normale enfin, et c'est juste, elle a un don. Et voilà, du coup, j'écoute beaucoup mes styles de Samara Joy. Nous l'écoutons maintenant. Look at me. I'm as helpless as a kitten up a tree, and I feel like I'm clinging to a cloud I can't understand. I get misty just holding your hand. Walk my way, and 1,000 violins begin to play, or it might be the sound of your hello, that music I hear. I get misty whenever you're near. Can't you see that you're leading me on? But it's just what I want you to do. Don't you notice how hopelessly I'm lost? That's why I'm following you, following you on my own. Would I wander through this wonderland alone, never knowing my right foot from my left, my hat from my glove? I'm too misty and too much in love. Can't you see that you're leading
knows how hopelessly I'm lost. That's why I'm following you. On my own. Would I wander through this wonderland alone, never knowing my right foot from my left, my hat from my glove? I'm too misty and too much in love, too much in love, too misty and too much in look at me. Nous venons d'écouter Misty dans l'interprétation de Samara Joyce. Il s'agissait du choix de notre invitée, Julie Roset. Votre émission de musique classique Appassionato touche ainsi à sa fin. Merci beaucoup, Julie, d'avoir accepté notre invitation. Bien, merci beaucoup de m'avoir interviewé aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Merci à Clément Villensen d'avoir assuré la technique de cette émission. N'oubliez pas qu'Appassionato est diffusé sur les ondes et le site de Radio Judaïka les lundis à 15h, les vendredis à 13h et les dimanches à 9h. Merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.